Le son le plus terrifiant de l'histoire moderne, ce n'est pas le rugissement d'un moteur d'avion, mais le silence d'un peuple qui oublie son nom. Pourtant, en 2026, sur l'indice mondial du soft power, un petit pays enclavé, assiégé par les sanctions, a défié tous les pronostics. Le Burkina Faso, longtemps relégué au rang de mendiant dépendant de l'aide internationale, a grimpé dans les classements mondiaux, laissant les anciennes puissances dans la stupeur. Pendant des décennies, la région du Sahel était considérée comme le cimetière de l'espoir africain. On répétait que, sans l'Occident, ces pays ne survivraient pas un seul hiver. Mais aujourd'hui, sous la direction farouche du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina n'implore plus la charité. La coupe tendue a été remplacée par la barre d'uranium, symbole d'une souveraineté reconquise. Fini le temps des excuses et des justifications. C'est une posture d'affirmation totale, presque un cri de renaissance. Ce changement, ce n'est pas seulement un tournant géopolitique. C'est une résurrection. Comme si un pays, que l'on pensait condamné à l'oubli, s'était relevé de ses cendres pour écrire une nouvelle page, redéfinir ce qu'un État africain peut être. Autonome, résilient, prêt à défendre chaque parcelle de son destin. Imaginez, alors que tous prévoyaient l'effondrement, le Burkina Faso a inversé la malédiction. Il inspire aujourd'hui l'Afrique et au-delà, en prouvant que l'autarcie stratégique et la mobilisation populaire peuvent non seulement assurer la survie, mais engendrer une véritable renaissance politique, économique et culturelle. Mais attention, ignorer ce bouleversement historique, c'est rester prisonnier des récits d'impuissance, c'est accepter que la dépendance soit une fatalité. Or, si le Burkina a pu briser la chaîne, qui osera encore dire que c'est impossible ailleurs? Ce qui est en jeu, c'est notre compréhension même de la souveraineté, notre foi dans la capacité des peuples à transformer leur sort, à reprendre le contrôle de leurs ressources et de leur dignité. Alors, comment tout cela a-t-il été possible? Comment un pays acculé, isolé, a-t-il pu déclencher un tel sursaut? Plongeons ensemble au cœur de la crise, pour comprendre d'où tout est parti. Pour mesurer la hauteur d'une montagne, il faut toucher le fond de la vallée. Et c'est précisément là, dans la vallée la plus sombre de son histoire récente, que le Burkina Faso se trouvait début 2022. Imaginez un pays tout entier placé sous respiration artificielle, suspendu à des fils étrangers, alors même que la menace grandissait chaque jour. L'insécurité dévorait le territoire, des villages entiers tombèrent dans le silence, et l'espoir semblait se dissoudre à chaque lever de soleil. Au cœur de cette tempête, l'armée burkinabé n'était plus qu'un spectre, une force quasiment invisible. Moins de 100 fusils opérationnels pour 22 millions d'habitants. Voilà la réalité brutale d'un pays censé défendre sa souveraineté. Les soldats, déployés les mains nues ou presque, faisaient face à une insurrection armée jusqu'aux dents. Il n'y avait ni blindés, ni drones, ni artillerie lourde à leur disposition. L'armée n'était plus qu'une ombre, forcée de compter les munitions une par une, tandis que la peur gagnait chaque centimètre carré du territoire. Pourtant, les bases étrangères pullulaient. Soldats français, conseillers américains, technologie dernier cri. Les alliés occidentaux étaient à présent en nombre, équipés de tout le confort moderne, de matériel sophistiqué, de renseignements satellitaires et d'armes de précision. Mais, paradoxe cinglant, leur présence n'a jamais suffi à endiguer la vague de violence. Pire encore, la perception s'installait que le conflit était volontairement maintenu à un niveau gérable, juste assez pour justifier l'intervention extérieure, mais jamais assez pour permettre au Burkina Faso de retrouver la maîtrise totale de ses terres. La dépendance était partout, dans les armes, dans les stratégies, dans les comptes bancaires verrouillés par des décisions prises à des milliers de kilomètres. Les partenaires occidentaux, tout en s'affichant comme des sauveurs, imposaient leur logique, distribuaient des leçons et refusaient d'armer véritablement un peuple qu'ils disaient pourtant protéger. Derrière chaque livraison de matériel militaire, il y avait une condition, un contrat, une ficelle invisible qui maintenait l'État burkinabé sous tutelle. Et puis, à la stupeur générale, le choc. Une décision que peu croyaient possible, mais qui allait marquer un tournant décisif, l'expulsion des forces étrangères.
Le Burkina Faso, dos au mur, a choisi de rompre avec la logique mortifère de la dépendance. Un geste à la fois fou et historique qui signifiait risquer l'isolement total, risquer de tout perdre, même jusqu'à l'existence même de l'État. Car sans appui, sans fonds internationaux, sans matériel venu d'ailleurs, c'est la disparition pure et simple qui menaçait. Plus qu'une crise sécuritaire, il s'agissait d'une crise existentielle. Allait-on assister à la mort annoncée d'un pays, à l'effondrement définitif de l'État burkinabé, ou à la naissance, contre toute attente, d'une nouvelle forme de souveraineté? C'est ici que se joue le destin d'un peuple. Accepter de rester sous tutelle ou oser l'inconnu pour retrouver la maîtrise de son histoire. Mais alors, une fois la rupture consommée et la nation plongée dans un isolement sans précédent, une question brûlante s'impose. Face à l'abandon, comment renverser la vapeur? Comment reconstruire une armée et une nation quand le monde vous tourne le dos? Voilà le défi qu'a relevé le Burkina Faso, alors que tous les regards extérieurs misaient sur son effondrement imminent une fois les partenaires occidentaux partis. Face à l'embargo, face à l'isolement diplomatique, beaucoup pensaient qu'il suffirait d'attendre pour voir le pays s'enfoncer. Mais ce qui s'est passé, c'est tout l'inverse. Au lieu de s'écrouler, le peuple burkinabé s'est levé. Privé de ses soutiens traditionnels, le Burkina Faso a opéré un pivot stratégique vers la Russie et la Turquie. Ce choix n'est pas le fruit d'un alignement idéologique, mais d'une coopération pragmatique, orientée sur la survie et la souveraineté. L'acquisition des drones de combat Bayraktar et Akinci marque un tournant décisif. En quelques mois, l'armée s'est dotée de capacités de surveillance et de frappe jusqu'alors inimaginables pour un pays sahélien. Ce progrès technologique, combiné à une formation adaptée à la réalité du terrain, a radicalement changé la donne. Mais la vraie révolution est intérieure, la décolonisation psychologique. Fini les doctrines militaires importées d'académies étrangères qui ne connaissent ni la poussière, ni les villages dispersés, ni la ruse des groupes armés du Sahel. Désormais, la formation est locale, forgée à l'Institut supérieur d'éducation militaire, avec une doctrine qui parle aux réalités burkinabées. On n'apprend plus à combattre selon des manuels venus du froid, mais à défendre le pays selon ses propres codes, ses propres urgences, ses propres rêves. Le résultat? Un incroyable élan populaire. Les rangs de l'armée et des forces de défense ne grossissent plus par appât du gain, mais par conviction. Chaque année, ce sont entre 10 000 et 15 000 nouvelles recrues, 16 000 soldats professionnels, 2 000 policiers fraîchement formés et presque 15 000 volontaires pour la défense de la patrie. Ce ne sont pas des mercenaires. Ce sont des agriculteurs, des enseignants, des commerçants qui troquent la houe ou le cahier pour la Kalachnikov, non pas par amour du combat, mais parce qu'ils refusent de voir disparaître leur village, brûler leurs écoles, s'éteindre leur avenir. C'est la définition même de la guerre populaire. Dans ce contexte, l'État burkinabé n'a pas sombré dans le chaos annoncé. Il s'est réinventé. La légitimité ne repose plus sur le parapluie de forces étrangères, mais sur la confiance retrouvée entre un gouvernement au service de son peuple et des citoyens prêts à tout pour leur terre. Les résultats sont frappants. En moins de 2 ans, 74% du territoire national ont été repris, 442 villages réhabilités, plus d'1 million de déplacés ont regagné leurs terres. C'est une migration de la dignité, à contre-courant de toutes les prévisions internationales. Les routes qui, hier, voyaient défiler la douleur de l'exode, sont aujourd'hui les témoins du retour et de la reconstruction. Les écoles rouvrent, plus de 600 structures éducatives ont repris vie, et dans les classes, des milliers d'enfants réapprennent à rêver, à croire qu'ils sont les architectes de leur destin. Ce redressement ne se limite pas à la sécurité. On pourrait croire que l'essentiel est le retour du drapeau. Mais le plus grand combat, c'est le recouvrement du moral collectif. Là où l'on annonçait la famine, la résignation, c'est la résilience qui a triomphé. Le peuple s'est réapproprié sa souveraineté, non seulement agricole, mais aussi intellectuelle et psychologique. La doctrine de guerre a été décolonisée, mais surtout, l'imaginaire de la défaite a été balayé. Un soldat qui sait que le ciel est surveillé par ses compatriotes, que son fusil a été payé par les impôts de ses parents, acquiert une force nouvelle.
La colonne vertébrale du pays, c'est cette union sacrée entre l'État et la nation. Mais attention, cet équilibre reste fragile. L'échec signifierait non seulement l'effondrement de la nation, mais aussi la confirmation cruelle des stéréotypes sur l'incapacité africaine à se gouverner seule. C'est un enjeu existentiel. Il s'agit de prouver au monde, et d'abord à soi-même, que la dignité et la souveraineté ne sont pas des mots creux, mais des réalités vécues, conquises de haute lutte. Et pourtant, gagner la guerre ne suffit pas. Reconquérir le territoire, restaurer la fierté, ce n'est que la première moitié du chemin. La véritable bataille, celle qui décidera si cette renaissance est durable, se joue maintenant sur le terrain économique et social. Car une nation souveraine ne se définit pas seulement par ses frontières, mais par la capacité de ses enfants à vivre, à produire, à s'épanouir chez elle. Mais ça, c'est une autre histoire. Si un pays enclavé, sous sanction, peut nourrir, soigner et instruire son peuple, quelles excuses restent pour les autres? Cette question, aujourd'hui, hante les couloirs du pouvoir partout en Afrique. Parce que le cas du Burkina Faso n'est plus une exception tragique. C'est devenu la preuve vivante qu'un autre scénario est possible, à condition d'oser rompre avec les vieux schémas. Regardons les faits. En 2026, alors que les experts internationaux prédisaient à la famine, le Burkina Faso a pulvérisé ses propres records. Plus de 7 millions de tonnes de céréales récoltées, couvrant 126,6% des besoins du pays. Non seulement personne n'a manqué de pain, mais le pays est devenu exportateur, alimentant ses voisins et enregistrant un excédent commercial de près de 2000 milliards de francs CFA. Ce n'est pas seulement un chiffre sur un rapport, c'est la fin du chantage à l'aide alimentaire, la fin de la peur de la faim comme arme politique. Mais la révolution va plus loin. L'administration, longtemps gangrenée par la corruption et les détournements, s'est digitalisée à marche forcée. Fini les liasses de billets qui circulent sous la table. Dans les bureaux de l'État, tout passe désormais par des plateformes électroniques. Chaque transaction laisse une trace, chaque paiement est tracé. Résultat, les vieilles pratiques s'effondrent, la confiance renaît. Cette guerre contre l'argent sale a rencontré des résistances féroces, mais la direction est irréversible. Le Burkina a compris, sans souveraineté économique, la liberté politique n'est qu'un mirage. Et pour financer cette indépendance, il fallait récupérer ce qui avait été volé pendant des décennies, l'or du sous-sol. L'État ne se contente plus de toucher 10% de redevances et de regarder 90% des lingots s'envoler vers la Suisse ou le Canada. Il a mis la main au portefeuille, 80 millions de dollars sur la table pour nationaliser les sites stratégiques comme Boungou et Wagnion. Résultat, une production record de 94 tonnes d'or extraites, et surtout, une richesse qui reste sur place, dans les circuits nationaux. Ce triptyque, le soldat qui protège, le mineur qui extrait, l'agriculteur qui nourrit, c'est une boucle d'autosuffisance qui redéfinit le modèle africain. La sécurité alimentaire brise le cycle de la dépendance. La maîtrise des ressources naturelles finance la guerre et la reconstruction, sans mendier à la Banque mondiale. Et l'administration modernisée ferme la porte à la prédation interne. Mais la métamorphose ne s'arrête pas là. À l'hôpital, on soigne désormais des cancers grâce au tout premier centre de radiothérapie à Bobo-Dioulasso, on réussit la première greffe rénale du pays, et la pose de la première pierre de l'Institut cardiaque annonce un futur où l'on ne devra plus traverser les frontières pour espérer survivre. À l'école, on réouvre 600 établissements fermés par la guerre, on enseigne l'anglais, on forme des citoyens engagés. La migration de la dignité a commencé. Plus d'1 million de déplacés sont revenus sur leurs terres, rallumant le feu dans 871 villages jadis fantômes. Ce n'est plus l'exil imposé, mais le retour choisi. Face à l'isolement diplomatique voulu par les anciennes puissances, le Burkina Faso a choisi la diversification tous azimuts. Retrait de la francophonie et de la CPI, oui, mais aussi nouveaux partenariats avec la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie. Le message est clair. Personne ne dicte plus l'agenda, et le pays ne tolère plus la dépendance à un seul partenaire. La signature avec Rosatom pour une centrale nucléaire prouve que le Burkina ne se contente plus de solutions africaines pour les Africains, si ça veut dire rester dans l'obscurité.
De grandes initiatives naissent aussi sur le terrain industriel. Une nouvelle usine textile, un complexe ferroviaire pour relier les régions, 2 data centers souverains pour héberger les infrastructures numériques nationales. La souveraineté, c'est aussi garder ses données chez soi. Sur le plan régional, ce bouleversement rayonne déjà. L'Alliance des États du Sahel, fondée avec le Mali et le Niger, n'est pas qu'un accord sur le papier. Elle représente un pacte de survie, une vision de l'intégration qui se construit sur la solidarité face à l'adversité et non sur des injonctions venues de l'extérieur. C'est la naissance d'un nouveau pôle de résistance, une alternative crédible au modèle imposé de l'extérieur. Mais attention, le prix de l'échec serait terrible. Revenir en arrière, ce serait accepter la famine, la migration forcée, la soumission à de nouveaux ou anciens maîtres, le retour du pillage organisé. Ce serait abandonner cette conquête de dignité, de maîtrise, et surtout, la possibilité de choisir collectivement son destin. Alors, ces transformations profondes, ces ruptures historiques, portent-elles en elles des leçons pour toute l'Afrique et au-delà? La réponse, c'est à vous de la construire. Ce n'est pas seulement une question d'armes, mais de mentalité et de structure. Ce que le Burkina Faso démontre aujourd'hui dépasse le simple changement d'alliance ou la signature de nouveaux contrats. Ce qui est en jeu, c'est la capacité d'un peuple à refuser la fatalité, à s'emparer de son destin et à redéfinir les règles du jeu. La souveraineté, ici, ne s'obtient pas par décret ou par faveur internationale. Elle se conquiert, pas à pas, dans le refus de l'aide conditionnée, dans l'investissement acharné sur ses propres forces, et surtout dans l'audace de penser autrement. Le message du capitaine Ibrahim Traoré est limpide. Il ne suffit pas de remplacer un partenaire par un autre, ni de troquer une dépendance pour une nouvelle tutelle. La diversification des alliances, l'ouverture vers des partenaires inattendus comme la Fédération de Russie, l'Iran, la Chine ou la Turquie, ce n'est pas du troc de maître, c'est la reprise du pouvoir de décider, de fixer soi-même la valeur de ses ressources, de choisir ses priorités. Refuser d'être réduit à un simple fournisseur de matières premières, c'est aussi transformer le coton en textile, l'or en richesse locale et le savoir en puissance productive. Le projet de boucle économique entre agriculture, industrie et défense trace la voie. Produire pour nourrir, transformer pour s'équiper, innover pour protéger. Voilà la clé de l'autosuffisance. Fermer le cercle, ne rien laisser filer hors du pays sans valeur ajoutée. Mais la souveraineté n'est pas qu'économique. Elle est aussi sociale et culturelle. Face à la menace du sabotage et à la vieille stratégie du « diviser pour régner », le programme d'immersion citoyenne vient recoudre le tissu social, brisé par des décennies de méfiance et d'inégalité. Quand les fils de ministres travaillent aux côtés des enfants d'agriculteurs, naît une solidarité nouvelle. Une génération qui comprend que la dignité ne s'hérite pas, elle se mérite. C'est cette jeunesse-là qui portera la flamme, qui refusera le retour en arrière et qui saura voir l'intérêt collectif au-delà des privilèges de caste. Pour les autres États africains, la leçon est flagrante. Il n'existe pas de fatalité historique. Le modèle imposé d'en haut ne fonctionne pas. Ce que le Burkina Faso accomplit, c'est l'invention de solutions propres, nées du terrain, adaptées aux menaces et aux aspirations locales. L'autarcie stratégique n'est pas un repli, mais une renaissance. La mobilisation populaire n'est pas une utopie, mais un levier concret. Chaque État peut, s'il ose, refuser les schémas dictés de l'extérieur et retrouver le chemin de l'innovation indépendante. Mais attention, le danger est permanent. Les vieilles puissances n'ont pas renoncé. Les menaces extérieures rôdent encore, prêtes à profiter du moindre faux pas, et la transition économique s'accompagne d'inévitables moments de tension, de pénurie, de doute. C'est le prix à payer pour sortir de la dépendance. C'est le pari risqué d'un peuple qui préfère l'incertitude de la liberté à la sécurité de la tutelle. Si cette fenêtre historique se referme, si le peuple baisse la garde ou cède à la lassitude, c'est la rechute, le retour à la résignation, à la dépendance, à l'effacement sur la scène du monde. Alors, que reste-t-il à faire et comment écrire la suite de cette histoire?
Voici venu le temps de choisir. Rester spectateur de l'histoire ou en devenir l'acteur. Le destin du Burkina Faso, forgé dans l'urgence et la douleur, nous offre aujourd'hui un miroir intransigeant. Que faisons-nous, ici et maintenant, face à la possibilité de changer nos vies et celles de nos peuples? Regarder le monde se transformer ou participer à la transformation? Ce que le Burkina Faso a accompli sous le capitaine Ibrahim Traoré, c'est bien plus qu'une simple survie. C'est une renaissance. C'est le refus de l'aliénation, la reconquête de la souveraineté, et surtout, la preuve vivante que l'impossible n'est qu'une frontière mentale. Alors que tant d'experts prédisaient l'effondrement, que les augures du statu quo annonçaient la famine et le chaos, c'est tout le contraire qui s'est produit. Un peuple a refusé de mourir, a relevé la tête et a décidé d'écrire sa propre histoire. Mais ne nous trompons pas, ce choix n'est pas sans risque. Laisser faire, c'est accepter que la voie de la souveraineté s'éteigne à nouveau. Ne rien faire, c'est laisser le possible mourir à petit feu. C'est laisser la peur dicter nos rêves et l'habitude étouffer notre courage. Mais agir, s'engager, c'est participer à la naissance d'une ère nouvelle, où la dignité n'est plus négociable, où le travail d'un peuple façonne l'avenir de tout un continent. Le Burkina Faso nous enseigne que la souveraineté ne se mendie pas. Elle se conquiert, elle se construit chaque jour, dans la sueur, le doute et parfois la solitude. La route est encore longue, semée de menaces et d'épreuves, les ennemis de l'intérieur, les convoitises de l'extérieur, la tentation du découragement. Mais déjà, la boussole est réajustée. Déjà, l'exemple burkinabé inspire d'autres peuples à croire en leur propre force, à reprendre le contrôle de leurs ressources, à refuser l'humiliation et la dépendance. Pour tous ceux qui nous écoutent, le choix est clair. Rester à la marge ou rejoindre la dynamique. S'inspirer, témoigner, faire circuler cette histoire qui dérange, qui bouscule, mais qui ouvre enfin des portes longtemps fermées. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, faites entendre la voix de l'Afrique debout et libre. Laissez en commentaire vos espoirs, vos craintes, vos visions pour l'avenir de notre continent. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons écrire la suite. Faire le serment de ne plus jamais subir, mais de bâtir, de défendre la dignité, de transmettre à la génération suivante un récit dont elle sera fière. Le Burkina Faso n'est pas seulement un cas d'école. C'est un appel, une invitation à quitter la résignation pour devenir enfin les architectes de notre destin. Alors, de quel côté de l'histoire choisirez-vous d'être ?